Bienvenue dans Popcom RSE, le podcast qui fait éclater au grand jour les recettes clés de la communication RSE, et le tout sans greenwashing. Bonjour, je suis Ludovic Chazali, expert en communication et marketing, et voici à mes côtés Mathieu Janik, consultant indépendant en communication responsable. Salut Mathieu. Salut Ludo. Nous vous proposons aujourd'hui de parler de Colombo. Vous n'en avez jamais entendu parler ? C'est plutôt normal si vous avez moins de 40 ans. Vous ne l'avez jamais regardé ? C'est probablement parce que vous n'êtes pas fan de ce type de série où le crime se passe sous vos yeux dès les premières minutes. Car oui, le concept de cette série ne repose pas sur le qui est le ou la criminel, mais bien sur le comment l'inspecteur lieutenant Colombo va se débattre pour résoudre l'enquête, avec ses face-à-face tendus avec les coupables, ses feintes de départ et ses questions posées entre deux portes, et ses petits coups de Trafalgar sur la scène finale afin de confondre l'assassin-assassine. Cette série a connu un succès fou, c'est devenu un monument de télévision qui a duré environ 35 ans. Décidément, Mathieu, tu aimes les séries à succès. Oui, après, c'était un peu le concept de notre podcast. Mais oui, c'est encore une émission un peu vieillotte, diront certains et certaines. Mais on aime, on approuve. Dans le rôle de l'inspecteur, c'est monsieur Peter Falk, d'apparence assez négligée, une bonne sœur dans un épisode ira même jusqu'à dire qu'il est déguisé en clochard. Cet anti-héros fume le cigare en permanence, évoque sa femme à tout bout de champ sans que l'on ne puisse jamais la voir. C'est toute une époque. Colombo se retrouve souvent face à des criminels au sang-froid. Son jeu d'acteur est bon enfant et attachant, avec des pointes d'humour parfois, il faut le dire. Bref, Mathieu, j'ai hâte de t'entendre rapprocher cette série de choix aux enjeux de la com responsable. Tu nous en dis plus ? Oui, Ludo. Le point clé de cette série policière, hein, et c'était vraiment marquant quand elle est sortie, c'est qu'on connaît dès le départ qui est le ou la meurtrière, alors que toutes les autres, voilà, on cherche avec l'inspectrice ou l'inspecteur, mais là on sait tout de suite. Et donc toute l'émission vise on comprend son cheminement intellectuel en fait, comment il va réussir, comme tu l'as dit, à démasquer la personne qui a fait ce crime-là. Et donc ça me fait penser à quand vous êtes une entreprise, vous adoptez une stratégie climat qui est compatible avec les accords de Paris. Donc concrètement, votre point d'arrivée, c'est neutralité en 2050. Le crime est là. Enfin justement, on va éviter le crime. Mais en gros, le résultat, il est là. Et tout l'effort, c'est comment est-ce que vous allez y arriver ? Et si possible, avec un petit peu de rebondissement, avec de l'humour. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est dire comment est-ce que vous pouvez appliquer la recette Colombo dans votre communication, par exemple climatique. Et là, j'aimerais donner 2 exemples d'entreprises avec qui j'ai travaillé récemment, MGEN et Fortuneo, donc dans 2 secteurs différents. La première, tout ce qui est mutuelle, la deuxième, plutôt le service bancaire. Les 2 ont suivi la démarche acte pas à pas de l'ADEME, donc une méthodologie qui est solide, une stratégie qui est alignée sur la science. OK, mais comment cette stratégie a-t-elle été définie, co-construite ? Et ça va être tout l'enjeu de la communication autour de cette stratégie-là, au moment du dévoilement de la stratégie, d'expliquer comment elles ont co-construit cette stratégie-là avec leurs parties prenantes, comment leur offre va devoir évoluer pour être plus compatible, pour réduire l'empreinte carbone. Il y a cet enjeu de la vision de toute l'entreprise. Comment est-ce qu'on va faire bouger et les objectifs de performance, carbone, voilà. Et donc, c'est toute cette démarche-là qui va nous intéresser, et si possible, donc comme je le disais, avec des rebondissements, avec des difficultés, voilà. C'est effectivement fascinant, c'est tout un cheminement qui procède par étapes, et effectivement Colombo a cette approche aussi. J'ai une question salée pour commencer. Ce qui est frappant avec Colombo, c'est sa capacité à développer une approche finalement assez répétitive, mais qui fait toujours craquer les criminels au bout de la série, en rapprochant cela de la com RSE. Est-ce qu'on peut appliquer les principes de la com RSE différemment d'une entreprise à une autre, ou est-ce toujours finalement la même stratégie qui s'applique aux entreprises ? Je pense qu'il y a des points clés en termes de posture de communication, d'humilité par rapport aux enjeux, de valoriser nos équipes internes, d'éviter le greenwashing, de représenter les stéréotypes, d'éco-concevoir ses supports. Donc en fait, il y a un certain nombre c'est comme si on faisait une recette, il y a un certain nombre d'ingrédients. Après, en fonction
de votre secteur d'activité, de la nature de votre entreprise, de sa gouvernance, ben, vous allez avoir des éléments un peu spécifiques qui vont pouvoir vous différencier de la concurrence et des autres entreprises dans d'autres secteurs. Oui, c'est une question de dosage et finalement de personnalisation en termes de culture d'entreprise, tu penses? Ah oui, parce que l'idée, c'est ne serait-ce que la définition d'une stratégie RSE. On voit des stratégies RSE qui sont définies, en gros, on a 3 piliers: pilier environnemental, pilier social, pilier sociétal, et on ne voit quand on lit ces piliers-là ou quand on lit les raisons d'être, on ne voit pas quelle est l'entreprise qui est derrière, quel est son secteur d'activité. Logiquement, on devrait avoir une formulation des axes de la stratégie RSE qui ressemble à l'entreprise, qui parle de l'entreprise, de ce qu'elle est, de son secteur d'activité, de ses enjeux, et en gros, une stratégie qui est unique aussi dans la formulation de ces axes. Donc en fait, en théorie, quand c'est bien fait, on doit avoir une unicité de la communication pour reconnaître tout de suite, à minima, dans quel secteur d'activité on se trouve. Et ça, c'est vrai que c'est un jeu qu'on fait parfois, quand on lit les raisons d'être sans voir le nom de l'entreprise. Et il y en a, on a du mal à dire à qui elle en fait, on pourrait les appliquer à plein d'entreprises différentes. Absolument, Mathieu. C'est ce que je voulais dire avec cette question. Pour se différencier et rester sincère, les entreprises doivent se livrer, partager ce qu'elles sont au plus profond d'elles-mêmes, finalement, afin de délivrer des messages authentiques, il me semble, qui leur feront gagner en crédibilité. Oui, les enjeux écologiques, donc à la fois environnementaux, sociaux et sociétaux, posent la question de la pertinence de l'existence d'une organisation, d'une entreprise. Qu'est-ce qu'elle apporte à la société? Et donc, comme tu le dis, il faut qu'elle mette toutes ses tripes là-dessus. C'est pas juste une question de compliance ou parce qu'il faut faire bien. Non, c'est juste c'est une question de survie à moyen et à long terme. Et c'est pour ça que malgré le backlash écologique dont on entend parler et qu'on peut effectivement mesurer sur certaines, par exemple, réglementations européennes, les entreprises qui sont engagées, elles s'engagent encore davantage parce qu'elles ont compris que c'était, essentiel à leur survie, à moyen et à long terme. On voit bien, les crises auxquelles on fait face aujourd'hui et qui vont s'accentuer, dans les mois et les années qui viennent. Donc, on voilà, quand il s'agit de survivre, bah, c'est pas un luxe en fait, c'est pas, un vernis, c'est une transformation de l'intérieur, et cette transformation-là, elle doit être, profonde. Ouais. On a quand même des changements, énormes à apporter, hein, à notre société. Si on veut le faire de façon décidée, démocratique, et pas de façon contrainte. Ouais. Ouais, ça oblige d'une certaine manière, hein. J'ai une autre question, cette fois-ci sucrée, en lien avec la personnalité de Colombo, Mmh. qui semble souvent courtois et même tendre. Mais dans son regard, je sais pas si tu as déjà remarqué ou si tu te souviens, vers la fin des épisodes, on voit qu'il sait resserrer l'étau pour mener ses enquêtes à terme. Penses-tu que la com RSE doit rester sobre et positive pour s'imposer? Ou faut-il nécessairement et malheureusement parfois en passer par la loi et du coup s'imposer aux plus réticents? De mon point de vue, l'évolution réglementaire est indispensable parce que, on a besoin de réguler, on a besoin de définir des règles, d'imposer un cadre commun à un maximum d'entreprises, et donc si possible un cadre idéalement international et à minima européen, pour que les règles soient les mêmes. Et on voit la dernière directive, qui s'applique cette année, la Empowering Consumers, sur, le contrôle des allégations environnementales. On voit que ça va assainir quand même les discours des entreprises, et on a besoin de ça, et dans ce cadre-là, les entreprises sont libres d'agir, de se positionner, d'aller vers l'humour, à partir du moment où elles ont des choses à dire, donc il faut d'abord qu'elles s'engagent, et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais sur la personnalité de l'inspecteur, son look, moi ce que je retiens aussi, c'est qu'il s'affiche pas, il roule dans une vieille voiture, ça il fait même des fois un peu pitié quoi, on va dire. Surtout par rapport à d'autres enquêteurs ou enquêtrices qu'on peut voir dans d'autres séries, si on les compare. Mais il est brillant, et donc c'est comme s'il avait une forme d'humilité, en fait. C'est l'action, c'est le résultat qui compte, et il sait qu'il va y arriver, et tu disais dans son regard, là, il sait qu'il va coincer la personne et tout. Donc c'est pas le bling bling, c'est le résultat qui compte, et dans la communication sur la RSE, il faut
tout de même faire attention à l'emballage, on va dire, des contenus, mais il faut que les contenus soient solides. Oui, c'est un ensemble, effectivement. Ouais. Une autre petite question salée, cette fois-ci à nouveau. Colombo fait souvent craquer les criminels jusqu'à les faire se tromper dans leurs alibis ou dans leurs faux témoignages. Penses-tu que les entreprises engagées ont un effet sur leurs concurrents ? Et peut-on parler de stratégie domino ou c'est sans espoir pour certaines ? Ce que je ressens, c'est que l'effet, il est plutôt inverse. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui disent « Ah non, mais moi, je vais pas faire comme ceci ou comme cela parce que toute la concurrence le fait pas. » Et donc, si je suis le premier à bouger, je vais pas mourir, mais je vais en pâtir. Et donc là, effectivement, il faut du courage de la part de certaines dirigeantes et dirigeants d'entreprise pour dire « Non, mais nous, on fait ça, par exemple. » Et se dire « J'accepte. » C'était la DG de la marque Mustela qui... après avoir participé à la Convention des entreprises pour le climat, avait été monté en conscience sur les enjeux écologiques, avait compris que les lingettes jetables, c'était une hérésie et que ça posait plein de problèmes, notamment dans tous les canalisations d'eau, les stations d'épuration, etc. Et elle a décidé d'arrêter la vente de ces produits-là, je crois que c'était à l'horizon de 2027, alors que la loi l'imposait à 2040. Et elle disait... si je me souviens bien, les chiffres, c'était 15 à 20% de son chiffre d'affaires qui était fait à partir de ces produits-là. Et donc, elle avait dit, OK, on arrête, mais on se donne 5 ans pour trouver autre chose, pour investir sur autre chose. Oui. Et donc ça, si vous attendez que tout le monde le fasse, on va moins vite, quoi. Et donc, j'ai le sentiment et j'ai l'espoir que ce type de décision va attirer aussi des investisseurs, va attirer le public, va renforcer la confiance qu'on peut avoir dans la marque et donc lui donner plus d'atouts pour perdurer. Oui, ma question était en ce sens en fait. Vraiment, est-ce qu'il y a un effet domino ? Est-ce que finalement ça inspire d'autres entreprises, d'autres dirigeants, d'autres partenaires, etc. C'est tout un écosystème. On a déjà un petit peu parlé de tout cela, mais je pense que c'est quand même important vraiment de focus et de savoir où on en est aujourd'hui. J'ai une dernière question sucrée cette fois-ci, Mathieu, qui est un peu plus personnelle. Si tu devais retenir un aspect de Colombo qui te ressemble le plus, je te donne une petite minute pour y réfléchir. C'est quand même un caractère vraiment fascinant. Il est drôle. J'ai regardé quelques épisodes, des bouts d'épisodes en tout cas, pour préparer cette émission. Avant même que ça ait démarré, quand il castait, en fait, il cherchait l'acteur pour cette série. Ils ont demandé à des acteurs qui étaient très connus ou qui avaient un succès relatif à cette période-là. Il y en a eu 2 ou 3 et chacun n'était pas dispo, donc ça flottait un petit peu. Et Peter Falk est tombé sur le script un jour et a été voir son agent et a dit je veux le faire. I'd kill to play that cop. Et il a vraiment senti le rôle. Et quand tu vois ensuite le cheminement et le succès que la série a eu, il a vraiment incarné l'inspecteur. La phrase a vraiment, la détermination de l'acteur est assez phénoménale. Et donc bref, j'en reviens à ma question. Je t'ai donné ta minute pour réfléchir. Quel aspect de Colombo te ressemble le plus au niveau perso ? Je dirais qu'il est, et tu l'as signalé tout à l'heure, je dirais qu'il est gentil, il est bienveillant. Et c'est ce côté-là, j'espère être comme ça. Et ça n'empêche pas de dire les choses. Et lui, ça n'empêche pas de coincer un meurtrier ou une meurtrière. Voilà, c'est ce côté-là. Je sais pas comment le dire autrement que... Non, mais c'est très bien, voilà. C'est très bien. C'est une qualité qui revient au goût du jour, j'ai envie de dire. On en entend de plus en plus parler et il faut énormément de gens bienveillants sur cette planète pour faire tourner les choses. Donc, merci de l'avouer en toute sobriété. Merci beaucoup Mathieu pour cette émission et tous tes conseils. J'espère que vous avez apprécié, auditrices, auditeurs. Et on vous dit à très bientôt pour un autre épisode. Au revoir. Salut Mathieu. Salut Ludo.